façon d'avoir plusieurs arcs à son flèche, donc c'est bien. Champion, mon frère! Ça fait pas 4 minutes! Soyez honnête! Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du Club Foot. Mais attention, parce que ce n'est plus le Club Foot. Et oui, on a changé, c'est Parlons Foot à partir de maintenant. Voilà, j'arrivais pas à le dire. Donc Parlons Foot, saison 1, épisode 1, puisque théoriquement ça devrait être la saison 2 de Club Foot, mais on a changé. Donc Parlons Foot. Et alors Parlons Foot, basiquement, avant de parler des consultants, je vais tout de suite vous présenter le programme. En quoi ça va être une émission particulière? Eh bien parce que chaque semaine vous allez avoir 2 émissions et qui auront à peu près le même schéma. En premier lieu, un top flop des consultants, ce qu'on appellera plutôt l'événement de la semaine. Nos consultants vont nous donner leur événement et vont nous dire si c'est un top ou plutôt un flop. Ensuite, on va parler du football français, bien entendu, soit du football français dans le terme de la Ligue 1, soit dans le terme de l'Europe selon l'avancée de la saison. Ensuite, le troisième chapitre, j'ai oublié de préciser, dans le football français, on va avoir lieu à 3 débats par émission. Là, par exemple, dans cette émission, on va parler de Monaco, de la Ligue des Champions et de la Ligue Europa. Le troisième chapitre de chaque émission de Parlons Foot, ce sera le football européen. Et c'est là qu'est la grande modification, c'est que chaque semaine, dans 2 Parlons Foot différents, nous aurons 2 championnats différents. Par exemple, le mardi, nous aurons Première Ligue et Liga, et le samedi matin, dimanche, on aura Bundesliga et Serie A, avec 4 consultants particuliers qui seront affrétés à ce sujet-là en particulier. Et on finira bien entendu par un quiz que vous aimez tant. Et l'objectif du quiz, c'est quoi? Tout bêtement, le vainqueur du quiz gagne le choix d'un sujet à débattre selon son envie, sujet football français, sujet football européen, pour l'émission suivante. Et maintenant, je vais vous faire accueillir les nouveaux consultants. Alors, les nouveaux consultants n'ont pas changé. C'est juste qu'ils sont présentés différemment puisque c'est une autre émission. Nous avons donc Joe de Parlons Foot. Salut Joe. Salut à toi Tom, salut Romain, salut à tout le monde. Et nous avons donc Romain, d'anciennement de Feu Sport Web et maintenant de Parlons Foot. Salut Romain. Salut Thomas, salut Joe, salut à tous, c'est heureux de repartir pour une nouvelle aventure avec vous. Thomas, recule un petit peu ton micro. Ah d'accord. Et oui, c'est vrai que je crie un peu, je suis tout excité. Donc on va commencer tout de suite par l'événement de la semaine, le top ou le flop des consultants. Et donc on va commencer par Joe. Joe, ton événement, est-ce que c'est un top? Est-ce que c'est un flop? Est-ce que c'est du foot français? Est-ce que c'est du foot européen? C'est toi qui choisis. Exprime-nous ton événement de la semaine. Je crois que mon flop, ça va être comme tout le monde, c'est Lille. 2 matchs contre Porto, rien de proposé. Une image du football français avec Marseille l'année dernière et Lille cette année qui empire d'année en année. Ah oui, pour moi c'est clairement Lille quoi. C'est vraiment, ça montre à quel point notre football est malade, j'ai envie de dire, et qu'il faut vraiment qu'on repense nos tactiques, nos façons de jouer, il y a tellement de choses à repenser donc. Voilà, pour moi mon flop c'est Lille. Lille clairement en Ligue des Champions. En Champions League, dans les tours de barrage de Champions League, on rappelle face à Porto. On en reparlera tout à l'heure dans le chapitre, et non pas Champions League bien entendu, mais Ligue Europa de Lille. Romain, ton événement de la semaine, est-ce que c'est un top? Est-ce que c'est un flop? Est-ce que ça concerne le foot français? Est-ce que c'est un club, un joueur, une personnalité, un spectateur, une chaîne télé, comme tu veux? Ton événement. C'est un flop bien entendu, avec la semaine qu'on vient de vivre, il peut pas en être autrement. Le football français est définitivement et officiellement passé derrière le football russe. Alors je rappelle quand même les conséquences du recul du football français derrière le football russe. Ça veut dire qu'il n'y a plus que le premier club français qui est qualifié automatiquement en Ligue des Champions, le deuxième devant passer par un tour préliminaire, et le troisième désormais serait qualifié uniquement en Europa League. Donc ça veut dire qu'on perdrait totalement une place en Ligue des Champions, même si c'est vrai que ces 2 dernières années, grâce à Lyon et à Lille, on s'était habitué à avoir que 2 clubs français en Ligue des Champions. Que dis-je, même un seul, vu la prestation de l'Olympique de Marseille l'an dernier en phase de groupe. Donc espérons que Monaco, on en parlera tout à l'heure, qui est tombé sur un groupe où il y a de la place, un groupe homogène, soit en mesure de rallier les 8e de finale de la Ligue des Champions cette année et ne fasse pas les mêmes prestations que l'OM l'an dernier.
Donc tout avait extrêmement bien débuté mardi avec un LOSC totalement à la rue à Porto, dominé, battu 2-0 au match retour, 3-0 sur l'ensemble des deux matchs. René Girard pleure limite en conférence de presse. On aurait pu faire mieux, ça s'est joué à pas grand chose. On avait les qualités pour réellement déranger cette équipe de Porto. Faudra m'expliquer en quoi le 11 lillois vaut le 11 de Porto. Les Parce choix qu'il y a de... 11 joueurs comme les 11 joueurs de Porto. Ouais, Numériquement, ça se vaut. je veux bien, mais le choix de joueurs qui est fait, le profil des joueurs faits, choisi du côté de Porto est l'antithèse de ce qu'on fait du côté du LOSC. Et on voit très bien que Lille, c'est un autre football, c'est un football des années 90, j'ai envie de dire. C'est plus le football qui réussit aujourd'hui. Lille et la plupart des clubs français n'ont pas réussi à faire leur mutation idéologique à l'égard du football, et ça se voit sur la scène européenne. Quand on voit Rio Mavuba, capitaine du LOSC, international français, qui ose dire après le match que ça s'est joué à quelques détails. Les détails, c'est les 11 joueurs sur le terrain, c'est l'entraîneur et c'est les 3 buts de différence à la fin du match aller-retour. C'est pas possible de dire que ça s'est joué à quelques détails. Ils ont pas vu le même match que nous. Moi, j'avais plutôt l'impression de voir un match de Coupe de France entre une équipe de Ligue 1 et une équipe de Nationale. Et encore, quand on voit que désormais une équipe de Nationale est capable de déranger aisément une équipe de Ligue 1 sur un match, on se dit vraiment que le niveau du football français se nivelle. Mais se nivelle pas vers le haut, mais se nivelle clairement vers le bas. Et ça se voit en Coupe d'Europe. Lyon qui se fait taper par Astra avec un match où Lyon méritait pas mieux, même si Ferry touche le poteau et ça aurait pu faire 2-0 avec un doublé de Ferry, Lyon était qualifié. Le niveau technique des Lyonnais sur cette rencontre était clairement limite. Être incapable de passer 2 buts à une équipe comme Astra. Alors je veux bien, sur un match, tout est possible, mais il faut pas oublier qu'Astra était venu gagner à Gerland au match aller 2-1, après une deuxième mi-temps complètement fantomatique et complètement honteuse de la part du LOSC. Donc voilà, de l'Olympique Lyonnais. Attends, tu vas pas tout foutre sur la gueule du LOSC quand même. Hein. Non, quand même pas, mais bon, on va dire que c'est assez logique, entre guillemets, même si c'est pas normal qu'on accepte cette logique, celle qui veut que le LOSC se fasse sortir par Porto. C'est quand même le troisième du championnat portugais contre le troisième du championnat français et on se prend 3-0. L'an dernier, c'était le quatrième du championnat espagnol contre le troisième du championnat français. On s'est également pris une tôle. Donc on s'habitue, mais ça prouve également que les 5 principales nations aujourd'hui du football, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et le Portugal, sont clairement devant le football français, et que le football français peine à lutter avec la Russie, l'Ukraine, et on pourra même citer la Belgique et autres nations par la suite. Donc il y a vraiment un gouffre qui est en train de se créer. Et on l'a vu également avec les prestations de Saint-Etienne. Saint-Etienne qui était mal embarqué contre Karabükspor, qui s'en sort au tir au but, mais on n'était pas loin du scénario catastrophe. Saint-Etienne qui avait perdu l'aller 1-0 a certes au moins eu la volonté, a eu l'état d'esprit qu'il fallait sur ce match retour. Ils ont marqué également très vite grâce à Monet Paquet. Ça les a permis de se mettre dans le match, mais derrière, Saint-Etienne qui a pas réussi à être supérieur à cette pâle équipe turque. Alors je veux pas être méchant avec eux, mais quand on voit les joueurs qui composent cette équipe de Karabükspor, quand on voit le niveau technique et ce qui est proposé dans le jeu, il y a eu des phases où, notamment en première mi-temps, où Saint-Etienne était totalement pris de vitesse. Donc faire la fête derrière parce qu'on rallie la phase de groupe en éliminant Karabükspor, qu'est-ce que ça va être le jour où ils vont être champions de France, quoi? Ça va être l'hélico slip, je sais pas ce qu'ils vont nous faire, mais là quand on voit Galtier qui fait limite un tour d'honneur comme s'ils avaient gagné la Ligue Europa ou la Ligue des Champions, voilà, c'était le minimum syndical pour Saint-Etienne de se qualifier contre cette équipe. Et ils ont failli passer à côté. Donc voilà, moi je suis toujours dans cette optique, contrairement à ce que nous dit Frédéric Thiriez, rien ne va dans le football français. On l'a vu également avec la sélection pendant de longs mois. Il a fallu que Deschamps prenne les choses en main, fasse des choix et un petit peu de chance également, tombe dans un groupe facile à la Coupe du Monde pour que la sélection se remette dans le bon chemin, sur les bons rails. Mais concernant nos clubs, on est totalement à la rue. Et hormis Paris, qui est l'arbre qui cache la forêt de désuétude du football français, j'ai honte quand je vois nos clubs français sur la scène européenne. J'ai honte d'être représenté par de tels clubs.
Ah là là, je le savais, j'aurais jamais dû faire parler Robin avant de donner mon événement, parce que du coup il m'a grappillé tout mon temps. Donc je vais le dire très rapidement, mon événement, moi c'est un top, et c'est pour l'USDAC. Alors pourquoi est-ce que c'est un top pour l'USDAC? Parce que ils ont gagné le droit sportivement de monter en Ligue 2, et ils se battent pour ce droit, donc voilà, moi j'aime bien ça. Alors après, bon, tout ce qu'il y a autour, bien entendu, c'est des trucs qu'on pourrait débattre, mais c'est trop long. Donc on va tout de suite passer à la deuxième partie de l'émission, au football français, et on va commencer par le premier débat, mes amis, et le premier débat porte sur quoi? Sur qui? Sur l'Olympique de Marseille. Et pourquoi l'Olympique de Marseille? Parce qu'après 4 matchs, on a 2 victoires, un match nul et une défaite. Et on a aussi et surtout un style de jeu très particulier qui ressort, un style de jeu qu'on n'avait pas vu depuis bien longtemps du côté de la Canebière. Ma question pour vous les amis, est-ce qu'on a un bel avenir qui se cache avec les méthodes de Bielsa? On va rappeler les résultats précédents en Ligue 1 de l'OM de Bielsa. Alors le premier match c'était un match nul, on se souvient, face à Bastia, 3 buts partout. Le doublé de Maboulou pour son premier match en Ligue 1 pour Bastia à la 9e minute et à la 73e. Et là, un but de Talot à la 66e sur penalty. Et du côté de l'OM, ça avait été un doublé de Gignac à la 11e et 62e sur penalty, et un but de Romaric contre son camp. Le deuxième match avait été une défaite 2-0 face à Rome, un vrai tremblement de terre du côté de l'Olympique de Marseille. On s'y attendait pas, et on avait vu le match que effectivement une équipe comme Montpellier qui pressait haut avait pu vraiment déranger ces Olympiens assez ternes sur le match. On rappelle Mounier 18e et Sanson 68e, une victoire sans bavure du côté de Montpellier. Et ensuite les 2 victoires consécutives, la victoire en 7 du Roudroux face à Guingamp avec un but de Gignac à la 46e, et donc hier la victoire 4-0. 4-0, ça faisait bien longtemps qu'on n'avait pas eu 4-0 du côté de l'Olympique de Marseille au Vélodrome face à Nice. Alors une équipe de Nice qu'on ne peut pas adversaire pour l'Olympique de Marseille, surtout sur ce match-là. La vraie surprise, c'est le doublé de Dimitri Payet, 19e et 48e. Ça, c'est quelque chose d'assez peu commun à souligner quand même. Le but de Thauvin à la 45e. Et le but de Bada, le premier but de ce Titi parisien, comme on l'a présenté dans les médias, à la 88e minute, pour sceller le score du côté de l'OM. Alors mes amis, est-ce qu'on a un bel avenir qui se cache avec les méthodes de Bielsa, ou est-ce que c'est juste que l'Olympique de Marseille est à la place à laquelle il doit être, c'est-à-dire le top 3 des clubs français? Joe, Romain, Joe, je te donne la parole. Alors, évidemment que l'Olympique de Marseille se doit d'être dans le top 3, même un peu plus, parce que on ne sait pas trop ce que va faire Monaco. Mais est-ce qu'ils ont un bel avenir devant eux? Oui, mais faut vraiment qu'ils recrutent, je pense, parce qu'il y a quand même des joueurs dans cette équipe sur lesquels on a toujours quelques doutes, hein. Je pense aux latéraux, peut-être un vrai défenseur, parce que c'est vrai que Bielsa, avec sa patte, qui a su très très bien faire jouer l'Athletic Bilbao, peut faire très bien jouer aussi l'Olympique de Marseille, mais faut absolument une défense plus solide. Après, on attend aussi une prestation de ce type contre une opposition beaucoup plus relevée. Donc oui, ils ont un bel avenir devant eux, mais il y a encore plein de choses à régler. Donc il faut lui laisser le temps à Bielsa, parce que je pense que c'est vraiment un très bon entraîneur, mais je, avec les moyens qu'il a, c'est pas facile non plus, hein. Moi, je vois quand même ce qu'il avait à Bilbao et ce qu'il a aujourd'hui à Marseille. Il a des joueurs, je sais même pas comment il fait. Donc bon, mais oui, oui, je pense que Marseille va sûrement faire une bonne saison, peut-être de temps en temps, ou au début ça va prendre du mal pour démarrer, mais voilà, hein, quand ça va être relancé, quand il va réussir à vraiment mettre tous ses joueurs dans son système, à tous les mettre dans le même sens, à ce qu'ils jouent bien comme ils ont joué à Bilbao, un beau jeu. On a déjà vu quelques petites phases hier où ça jouait déjà bien, déjà par rapport à l'année dernière, où les matchs au Vélodrome étaient pathétiques presque. Et je pense qu'il va lui falloir du temps, mais dès qu'il aura mis son système en place, que les joueurs l'auront adopté, qu'ils seront à l'aise dedans, je pense que vraiment au niveau du jeu, on aura un Marseille qui jouera bien. Et ça, c'est une bonne chose pour le football français, parce que en dehors de ce qui se passe en Ligue Europa, je pense que cette année, je pense qu'il va quand même avoir quelques clubs qui vont bien jouer. Mais oui, faut pas trop vite s'enflammer avec eux. C'est quand même une équipe avec un nouvel entraîneur, des nouveaux joueurs. Faut vraiment que la mayonnaise prenne, quoi. Donc moi, ce match hier, il veut pas dire grand-chose parce que Nice, je pense que c'était vraiment un adversaire, je vais pas dire facile pour l'OM, mais bon, voilà quoi, ils étaient largement à leur portée. Donc moi, je vais attendre vraiment une vraie opposition
pour me faire une idée de où en est Marseille à peu près. Donc voilà. Effectivement, on a vu que Nice était une formation assez pathétique, hein, sans être méchant, face à cet Olympique de Marseille qui n'avait pas franchement besoin de forcer pour en passer 4 à Nice. Romain, alors avant que tu me donnes ta réponse sur est-ce que tu penses que les méthodes Bielsa peuvent amener un bel avenir du côté de l'OM, j'aimerais avec toi qu'on fasse un focus sur le match face à Nice, donc 4-0, on le rappelle, au Vélodrome, et il y a eu 4 éléments assez particuliers, 4 décisions arbitrales, on va dire, enfin 3 plus particulièrement, qui ont déplu aux Niçois. Alors je vais te poser la question si toi tu penses qu'ils ont raison de se plaindre. On rappelle qu'il y a eu un penalty oublié pour Bossi à 16e minute, sur une faute de Nkoulou. Alors la question déjà, est-ce que ça a enfoncé Nice, est-ce que ça a empêché Nice de pouvoir aller chercher d'autres choses? Le but de Thauvin, qui est juste avant la mi-temps, qui est entaché d'une faute au début de l'action d'Imboula sur Valentin Esric, qui n'a pas été sifflé non plus. Est-ce que ça peut embêter aussi les Niçois? Et le 4e but, celui-là qui est plus qu'anecdotique, pardon, est validé malgré la position d'enjeu d'Alessandrini. Alors je te rappelle ce qu'a dit Eric Botéac à la pause, il avait dit, je cite, ce n'est pas la première fois, ça fait beaucoup, je ne sais pas si on dérange, toujours cette expression de si on dérange, mais j'ai l'impression que l'on nous en veut. Est-ce qu'il a raison de se plaindre d'après toi? Est-ce que les Niçois ont raison de pointer du doigt l'arbitrage sur ce match-là, sachant qu'effectivement sur le match précédent face à Bordeaux, il y avait aussi eu des problèmes d'arbitrage avec Nice? Ouais, bah ça fait 2 matchs de suite pour les Niçois qu'on va dire que les décisions arbitrales ne sont pas en leur faveur, déjà contre Bordeaux. Alors c'est bien entendu à l'appréciation de l'arbitre, tout dépend de sa subjectivité sur le coup. La semaine dernière, le but refusé sur le coup franc, c'était Desric, je crois, avec le déplacement dans la surface de réparation de Genevois. Bon, on sait pas vraiment s'il fait action de jeu, si Carasso s'attend à ce qu'il touche le ballon. C'est pour ça que Carasso n'anticipe pas la possibilité que le coup franc arrive dans son petit filet gauche. Voilà, il y a plein de choses comme ça, donc c'est hyper délicat à juger. À partir du moment où l'arbitre a pris sa décision, bon, malheureusement c'était à l'encontre des Niçois, mais c'est comme ça. Bon, hier c'est pareil contre l'OM. On a l'impression que dès que Nice a une ou deux décisions à son encontre, comme contre Bordeaux, il coule, parce que contre Bordeaux, ils peuvent prendre l'avantage, ils peuvent gagner cette rencontre derrière, peut-être, si la décision leur est favorable, si le but est accordé. Hier, ils peuvent ouvrir le score, tu l'as dit, après ce tacle totalement illicite de Nicolas Nkoulou dans la surface de réparation. Bon, après, il faut le En plus d'illicite complètement stupide, hein. c'est du Parce que Nkoulou. Bossetti, il est dos au but, il a aucune possibilité de faire une bonne passe ou d'avoir une bonne position de tir. Donc voilà, quoi. C'est en plus d'être très mauvais, c'est très bête. Donc après il faut le transformer le penalty, c'est pareil, il faut toujours le transformer, mais voilà, une fois que Nice, on lui met un petit peu la tête sous l'eau, cette équipe prouve qu'elle a pas de caractère, et elle craque contre Bordeaux, elle a craqué, elle a pris 2 buts, elle a perdu 3-1, elle a pratiquement plus existé en deuxième période, et hier progressivement elle s'est éteinte face à cette équipe marseillaise. Après, on va peut-être un petit peu parler de Marseille également, c'était le cœur du débat. Victoire 4-0 hier, mais voilà, tout n'est pas encore parfait du côté de l'OM. Tu en as parlé, la défense avec notamment, bon, moi je suis toujours pas fan de Brice Djadjedje, autre Titi parisien dans cet effectif marseillais, qui n'est pas à la hauteur de ce qu'a besoin notre ami Bielsa. C'est pas pour rien que le premier poste qu'il a cherché c'était ce poste de latéral droit. Techniquement, il a besoin d'avoir des latéraux forts avec un gros volume de jeu, avec une grosse caisse, et c'est pas le cas de Brice Djadjedje, qui techniquement est totalement à la rue. Je sais même pas s'il a le niveau Ligue 2. Alors il court vite, c'est très bien, mais sa qualité de centre est en deçà de celle de Benjamin Mendy. On peut dire beaucoup de choses sur Benjamin Mendy, mais au moins il sait lever le ballon, c'est déjà ça. Donc même si techniquement il est loin d'être à la hauteur de ce qui devrait être pour le latéral gauche de l'OM, au moins quand il déborde, il est capable de mettre un centre dans la surface de réparation, ce qui change de Djadjedje. Après l'axe marseillais, bon voilà, Nicolas Nkoulou qui doit logiquement être le moteur et le joueur le plus faible. Nice l'a confié, hein, notamment Eric Botéac. Il y a toujours autant de failles au cœur du jeu marseillais. Alors les lignes sont de plus en plus resserrées. Payet et Ayou font de plus en plus d'efforts défensifs pour venir aider Mboula au cœur du jeu. Mais Mboula joue toujours ce rôle de 6-8-10 pratiquement, c'est-à-dire être au four et au moulin. Or, c'est pas Arturo Vidal. C'est ce que disait Himmler, hein, quittant la Hollande pour aller à Auschwitz. Voilà. Mais sans l'écho, ça sera mieux. Mais on peut dire ce qu'on veut sur Mboula, c'est
pas un joueur qui a la caisse d'un Vidal, qui a la caisse d'un Modric par exemple. Il est incapable de tenir ce rôle de meneur de jeu reculé qui doit également récupérer les ballons et protéger sa défense. Il a pas la caisse. Donc recule Ayew à ses côtés, pourquoi pas, sachant qu'André Ayew risque de partir avant la fin du mercato. On rappelle qu'il est en fin de contrat l'été prochain, que Marseille aimerait bien récupérer un petit peu d'argent, et que le départ probable de Loïc Rémy ex-Marseille du côté de Chelsea ouvre la porte à un départ d'André Ayew du côté de QPR. Donc voilà, en plus Bielsa qui a déjà un groupe assez limité risque de perdre l'un, si ce n'est son meilleur joueur actuel. Voilà, après Marseille, oui, moi les méthodes Bielsa, j'y crois depuis le début. J'ai pas fait partie des sceptiques qui ont tapé sur Bielsa après les 2 premiers matchs, c'est-à-dire le nul contre Bastia et la défaite contre Montpellier. Je reste persuadé que c'est le meilleur tacticien du championnat de France et que beaucoup de joueurs vont progresser à ses côtés, même si voilà, on l'a déjà dit, il va pas faire de 4L des Ferrari de course, ça c'est certain, mais il va les faire progresser, il va en faire des petites berlines de luxe, ce sera déjà ça. Voilà, moi je pense que Marseille va progresser. Vu le niveau pitoyable de cette Ligue 1, même avec un effectif limité, même avec des latéraux comme Djadjedje et Mendy, ils ont la place pour terminer sur le podium de cette Ligue 1. Bielsa réussira si tout le monde est dans un état d'esprit positif, conquérant et accepte de travailler dans le sens dont Bielsa va guider ses joueurs. Si quelques têtes du côté de Marseille commencent, bon, Dimitri Payet était très bon hier, mais il a déjà commencé à dire bon, il y en a marre de parler du coach, patati patata. Si certains commencent à être énervés par la personnalité de Bielsa, ça pourrait très vite partir en vrille. On sait comment fonctionne le bonhomme, il pourrait claquer la porte très rapidement. Ne souhaitons pas pour l'OM, pour une fois qu'ils ont un coach qui tient la route. Effectivement, effectivement, et je suis relativement d'accord avec vous, c'est vrai que c'est long au démarrage, mais ce sera là quand même à la fin, et c'est l'important, hein, c'est à la fin des 38 journées, c'est pas à la fin des 4 premières, on s'en fout un peu, bon, sauf si à la fin tu te rends compte qu'il te manque 12 points. Là, effectivement, tu peux te poser une question. On va passer au deuxième débat pour le foot français, et le deuxième débat, c'est quoi? Je l'ai annoncé tout à l'heure, c'est la Ligue des Champions. Pourquoi la Ligue des Champions? Parce qu'il y a eu le tirage et que ça concerne 2 clubs français. Ça aurait pu en concerner 3, mais bon, Lille avait pas envie d'y aller. Donc, ça en concerne 2, les 2 qui étaient qualifiés directement, le Paris Saint-Germain et l'AS Monaco. Alors, on va rappeler très rapidement les groupes, bien entendu. Hein. Le groupe A, Atlético, Juventus, Olympiakos, Malmö. C'est pas dégueulasse. Le groupe B, qui est peut-être le groupe de la mort. Le Real Madrid, le FC Bâle, Liverpool et Ludogorets. Ludogorets qui gâche un peu le truc, mais c'est quand même pas mal. Le groupe C, donc le groupe de Monaco, Benfica, le Zenit Saint-Pétersbourg, le Bayern Leverkusen et Monaco. Le groupe D, Arsenal, Dortmund, Galatasaray, Anderlecht, ce qui est pas non plus complètement dégueulasse. Le groupe E, qui est un peu kiff-kiff avec le groupe B en termes de groupe de la mort, le Bayern, le Manchester City, le CSKA Moscou et le AS Roma, puisque j'ai décidé de dire le avant. Le Thomas, groupe F, le groupe du Paris Saint-Germain. Oui. Je te laisse couper pour pas avoir l'écho, voilà. À noter que City, tous les ans, ils ont un groupe de malades, hein. Ils sont dans le groupe de la mort tous les ans. City, la Bayern, Roma, Moscou, c'est vraiment pas cadeau. On se rappelle qu'ils étaient déjà tombés avec le Bayern l'an dernier. Je crois qu'il y avait un troisième club également qui était gros. C'était le cas également il y a 2 ans quand ils étaient dans le groupe du Real qui s'était pas qualifié. Voilà, City qui a l'habitude de tirer des grosses équipes. Pourtant, ils progressent hein, dans les chapeaux, mais ils sont toujours mal lotis. Au contraire du Paris Saint-Germain, qui est généralement bien loti en termes de tirage, et qui là au groupe F a eu un groupe entre guillemets compliqué, puisque Barcelone, donc le Paris Saint-Germain, l'Ajax d'Amsterdam et la Poel Nicosie, on se souvient j'ai oublié le mot. Bref, le tueur de Lyon. Le groupe G, Chelsea, Schalke, le Sporting et Maribor, et le groupe H, Porto, le Shakhtar Le Donetsk, bourreau. le Bourreau, voilà, merci. Le Shakhtar Donetsk, l'Athletic Bilbao et le Bate Borisov. On va commencer par Monaco, mes amis, parce que Monaco a dans l'apparence un groupe plutôt abordable, effectivement. Est-ce que les Monégasques pouvaient espérer mieux en termes de tirage, ou est-ce que c'est le groupe le plus aisé auquel ils pouvaient prétendre? Moi, je pense que le groupe H était plus à leur portée. Quand même, ça me paraît plus simple à jouer dans le groupe H. Tu remplaces Bate Borisov par Monaco, ça me paraissait puissant. Voilà. Maintenant, il y a aussi une question qui est très importante là-dessus, c'est quand on sait que dans ce groupe-là, il y a un club portugais et un club russe, le Benfica Lisbonne et le Zenit Saint-Pétersbourg, et qu'on sait que ces 2 pays-là, la Russie et le Portugal, sont devant la France à l'indice UEFA, est-ce qu'on peut espérer de Monaco qu'il soit capable d'éliminer à la fois le Benfica et le Zenit Saint-Pétersbourg en disant pourquoi pas Leverkusen premier, Monaco deuxième, histoire de pouvoir faire un petit déficit de points pour les clubs porto-russes, même si on sait que ils n'auront pas de problème eux pour la Ligue Europa contrairement à nos clubs français. Mes amis, j'aimerais savoir votre avis sur ce
Ouais, bah concernant l'AS Monaco, c'est délicat de dire si le groupe est plus abordable, le C que le H. C'est à peu près la même structure de groupe, j'ai limite envie de dire. Alors l'Athletic Bilbao, voilà, on va dire ouais, on connaît pas trop, machin. Ça reste une très bonne équipe et voilà, parmi les équipes dans le troisième chapeau, il y avait quand même, je pense que le plus faible c'était l'Olympiakos dans le lot. Par exemple, je préfère tirer Olympiakos Ajax que de tirer Athletic Bilbao ou Leverkusen, c'est certain. Mais après, moi je trouve que Monaco a un groupe homogène, comme l'a dit Vadim Vassiliev. Benfica, Zenit, Leverkusen, Monaco, ils auront leur chance. Alors ils sont pas favoris du groupe, c'est certain, surtout avec l'été qu'ils ont vécu. À savoir si Radamel Falcao, qui fait tout pour partir, qui fait des pieds et des mains pour quitter Monaco, va le faire ou pas avant la fin du mercato, qui on le rappelle est lundi soir à 23h59 pour être précis. Donc voilà, Benfica, champion du Portugal en titre, qui a toujours du mal à passer le cap en Ligue des Champions. Le Zénith, c'est toujours l'équipe qui a des hauts et des bas durant une saison. Alors on sait que c'est pas forcément en phase de poule qu'il y a forcément les bas pour cette équipe du Zénith, c'est plus en huitième où il faut les tirer avec la grosse trêve hivernale en Russie, avec des matchs qui se jouent en février alors que le Zénith n'a pas encore repris son championnat. Donc en phase de poule, c'est jamais un cadeau. Et Leverkusen, qui avait joué le PSG l'an dernier en huitième, on s'en rappelle, était sorti de sa phase de groupe avec, c'était dans le groupe de Manchester, de la Real Sociedad je crois, et le quatrième c'était peut-être un Portugais également. Donc voilà, Monaco pour moi un groupe abordable. En étant dans le chapeau 4, on pouvait s'attendre par exemple à tomber sur un groupe athlétique, Juve, Olympiakos, Monaco. Là ça aurait été compliqué. Bayern, City, Moscou, Monaco. Là ça aurait été également extrêmement compliqué. Je te prends également le groupe D, par exemple Arsenal, Dortmund, Galatasaray, Monaco. Voilà, Galatasaray huitième de finaliste en titre, Dortmund, Arsenal, qui sont malgré tout des valeurs sûres en Ligue des Champions, c'était loin d'être un cadeau également. Donc pour moi, Monaco s'en sort plutôt bien. Moi, je vois un groupe qui va être très ouvert, avec les clubs qui vont se jouer la qualif jusqu'au bout. Et malheur au quatrième, hein, Monaco peut aussi bien terminer premier que quatrième dans ce groupe. Pour moi, Monaco s'en sort extrêmement bien et en plus Monaco va avoir des clubs très différents à jouer. Benfica, avec en plus un entraîneur portugais du côté de Monaco, donc qui connaît très bien l'équipe de Jesus, qui connaît très bien Benfica. Le Zénith, qui représente le football russe qu'on doit battre désormais si on veut repasser devant eux à l'indice UEFA. À savoir également que beaucoup de clubs russes sont en train de monter des gros projets, à l'image du Dynamo Moscou de Mathieu Valbuena, puisqu'on le rappelle, la prochaine Coupe du Monde aura lieu en Russie. Donc voilà, il y a l'optique de monter des gros clubs russes, comme avec le Qatar qui investit au Paris Saint-Germain, pour que le football russe soit porté avant cet événement, et Leverkusen, donc qui est peut-être en trompe-l'œil le club le plus fort de ce groupe, avec un Bayer 04 qui a débuté la saison en Allemagne tambour battant. Donc moi je dis Monaco a sa chance, mais il faudra pas non plus s'étonner si Monaco est dernier de ce groupe. Monaco a donc sa chance, mais tout peut encore arriver. Joe, toi, ton avis, est-ce que tu es d'accord avec Romain du côté du niveau abordable du groupe de Monaco? Et je vais te rajouter un petit axe de réflexion. Est-ce que pour toi, le calendrier de ce groupe, puisqu'on va le dire très rapidement, première journée, ils reçoivent Leverkusen, déplacent à Saint-Pétersbourg, puis ils reçoivent Benfica, ce qui veut donc dire qu'il y a deux déplacements dans la phase retour, à Benfica et à Leverkusen, et la réception du Zénith en dernière journée. Pour toi, est-ce que ce calendrier-là va être un avantage pour Monaco, ou ça peut être plutôt dérangeant pour les joueurs? Donc en gros, ton avis général sur ce groupe, et est-ce que le calendrier peut avoir grandement son rôle à jouer dans la décision sur la potentielle qualification de Monaco en huitième ou en Ligue Europe? Alors moi, je vais être un petit peu pessimiste, je suis désolé, mais c'est un groupe homogène, certes, je suis assez d'accord avec ça, mais le Monaco de l'année dernière, qui était vraiment bien avec un James étincelant, qui avait une bonne tactique, aurait pu faire quelque chose, mais celui de cette année, j'attends encore de voir, ils n'ont pas encore lancé leur saison. La Ligue des Champions, c'est très bientôt, hein, c'est dans 2 semaines, si je crois. Donc non, là, je suis assez pessimiste pour Monaco parce que euh, on dit tout le temps abordable, oui, mais le Benfica est une sacrée équipe à jouer, hein. Le Benfica, vraiment, c'est une sacrée équipe à jouer. Le On rappelle la Zenit, statistique, aucun club français n'a gagné au Stadio de la Luz, au stade de ah oui, Benfica. oui, oui, mais je pense que je sais pas s'il y en a beaucoup qui connaissent le Benfica en France. Bon, si, je pense quand même, mais
voilà quoi, j'ai pas envie de dire qu'ils se fassent pas d'illusions, mais bon, que ce soit le Benfica, que ce soit le Zénith ou que ce soit le Bayern, moi je pense plus que la lutte va être entre ces trois équipes-là pour Ligue des Champions Europa. Et très sincèrement, je suis pessimiste, mais je vois pas Monaco finir deuxième, premier. Je les vois vraiment pas. Après, le calendrier, ça sera même pas vraiment un avantage, puisque je pense que là, on va être à une période où tous les clubs seront pas non plus à 100%, mais bon, j'ai envie de dire, voilà quoi, quand il y a un écart, ils sont, comment dire, ils seront supérieurs quand même. Enfin, moi je suis désolé, hein, mais moi je trouve ce groupe pas du tout abordable pour Monaco. Je pense vraiment pas que ce soit le meilleur groupe. Et je pense que les déplacements à, à la Bay Arena, à l'Estadio da Luz, et même les réceptions, ça va. Je les vois vraiment pas finir premier ou deuxième. Moi, je pense vraiment qu'ils vont finir dernier. Peut-être pas comme Marseille l'année dernière à ne gagner aucun match ou à faire aucun match nul, mais quand je vois ce que les autres équipes proposent et ce que Monaco a proposé cette année depuis le début du championnat, pour moi, ils ont aucune chance. Après, ça peut changer. Peut-être que d'ici 2 semaines, on aura un autre Monaco qui aura de la confiance, qui sera parti, qui aura enfin lancé sa saison. Mais même pour le moment, en plus, ils ont eu d'énormes pertes. Ils vont en avoir, puisque je pense que Falcao n'est plus là. Ça veut dire qu'on va jouer avec des joueurs qui seront beaucoup moins forts. Et pour moi, l'équipe s'est affaiblie et le projet de Monaco, c'est pas qu'il fonce dans le mur, mais on sait plus que sens s'y prend en fait. C'est-à-dire que voilà, c'était un projet qui était censé titiller le PSG. Et là, avec des pertes de tels joueurs qui ne sont pas remplacés, puisque James est parti, Falcao va sûrement partir. Et bon, ben, au milieu de terrain, personne n'a remplacé vraiment James. Euh, voilà, on sait plus trop où ça va, on sait plus trop ce que ça fait. Et moi, très sincèrement, en Ligue des Champions, euh, moi, déjà, j'aurais gardé Ranieri, mais là, je pense vraiment qu'ils vont finir dernier. Voilà, petit pessimiste. Effectivement, donc Joe est quand même bien plus pessimiste que Romain. On va passer à l'autre groupe qui nous concerne nous directement en tant que Français et donc de supporters du football français. On va passer donc au groupe F. On le rappelle, un Barcelone, Paris, Ajax, Amsterdam, Apoel Nicosie. Le groupe peut-être le plus relevé de l'époque de l'ère Qatari en Ligue des Champions. On va rappeler très rapidement, hein, saison 2012-2013, le Paris Saint-Germain avait le FC Porto, le Dynamo Kiev et le Dynamo Zagreb. On se souvient après Valence en huitième de finale est sorti face au Barcelone, donc justement face au FC Barcelone en quart. Et la saison précédente, il y avait l'Olympiakos, le Benfica et Anderlecht avant Leverkusen et Chelsea. Mes amis, j'aimerais savoir avec vous, est-ce que le Paris Saint-Germain peut espérer la première place dans un groupe enfin peut-être à la mesure de ses ambitions. Hein, on rappelle quand même Barcelone et l'Ajax, c'est pas des petits clowns, et donc l'Apoel, qui est donc le bourreau, merci Romain, de Lyon en Ligue des Champions. Joe, toi ton avis, est-ce que tu vois le Paris Saint-Germain être capable d'aller chercher la première place dans ce groupe tout de même assez relevé? Pour le PSG, par contre, pourquoi pas? Euh, le PSG aussi doit lancer sa saison, mais voilà, je pense que le PSG aujourd'hui a les armes pour battre n'importe qui en Europe, que ce soit même, je pense, le Real, le Barça, le Bayern, City. Je pense que pour moi, le PSG est à peu près à la même hauteur. Donc, s'ils arrivent à bien lancer leur saison, Zlatan revient, je pense, ce week-end. Euh, je- voilà, ils ont toutes les armes pour finir premier de ce groupe. Ils sont, voilà, ils sont maintenant une équipe qui fait partie des favoris. Ils se doivent tout simplement de le montrer aussi parce que bon, quand on sort à chaque fois de groupes pas très relevés, de un, ça nous formate pas trop à affronter nos adversaires, puis aussi comment dire, c'est pas que ça réduit notre succès, mais c'est pas pareil qu'une équipe qui sort dans un gros groupe. Donc là, le PSG va vraiment être mis en lumière, va pouvoir montrer à tout le monde, à l'Europe, que c'est une très grosse équipe et pour moi, ils en ont les armes. Ils vont devoir le faire face au Barça, je pense vraiment, parce que ça va être un très gros match, j'espère. Et le Barça qui suit vraiment une période de transition en Espagne, nouvel entraîneur, nouveaux joueurs encore, donc il sera peut-être pas optimal à cette date-là. Je pense qu'ils vont se rencontrer en
septembre. Donc, Le 30 ça septembre, pour sera... être précis. Voilà. Donc je pense que ils peuvent vraiment finir premier de ce groupe, hein. Ils ont vraiment ils en ont les moyens, ils ont les joueurs, ils ont une belle équipe. Faut que ça revienne comme l'année dernière, faut que ça joue bien. Et oui, oui, ils peuvent vraiment finir premier. Maintenant, la lutte va être entre le PSG et le Barça. Après, l'Ajax, ça va être l'outsider. C'est une très belle équipe de jeunes, une équipe qui fait qui forme de très bons joueurs. Donc voilà, ça va vraiment être PSG, Barça, puis l'Ajax, je pense, pour la troisième place, qui va vraiment essayer de faire chier, on va dire, les gros. Puis l'Apoel Nicosie, je pense, voilà, qui va finir dernier. Mais oui, oui, je pense vraiment que le PSG peut finir premier de sa poule. Je l'espère même, mais ça va pas être facile. Ça va pas être facile du tout, parce que là, il y a quand même des équipes qui vont jouer au foot, qui vont les mettre en danger. Donc voilà, ça dépendra de la forme dans laquelle ils sont, parce que depuis le début du championnat, c'est pas franchement terrible. Donc là, on attend beaucoup plus du PSG, et on va avoir l'occasion de voir encore une fois le PSG cette saison, ce que ça vaut face à une très grosse équipe. Est-ce qu'ils ont progressé par rapport aux années précédentes, ou est-ce qu'ils en sont toujours un peu au même point, du genre oui, on sort des équipes comme Valence, Porto, mais une fois qu'on rencontre une grosse équipe comme Chelsea, le Barça, on perd. Donc ce sera un beau test pour eux, un challenge même pour les joueurs, pour eux qui, depuis quelques années, perdent à chaque fois contre des grosses écuries. Et bien tout simplement de montrer qu'ils ont progressé, que maintenant ils peuvent les battre, et que voilà, ils font partie de cette petite cour des grands. Effectivement, pourquoi pas le Paris Saint-Germain passer devant le FC Barcelone, c'est possible. Nous sommes d'accord, Joe. Romain, toi, ton avis sur ce groupe-là, et est-ce que tu penses aussi, d'ailleurs, parce que ça c'est un élément qu'il faut souligner, c'est que le calendrier du Paris Saint-Germain peut être un peu avantageux. On rappelle qu'ils vont recevoir Barcelone le 30 septembre, et que donc ça peut être peut-être le match décisif, quoi qu'il y a le déplacement au Camp Nou le 10 décembre, mais le 30 septembre ça peut être important parce que c'est avant la fin de la suspension de Luis Suarez. Donc Luis Suarez ne sera pas là. Alors bien entendu, quand on connaît l'effectif du FC Barcelone, il y a quand même d'autres choses à côté, ça c'est assez clair, mais ça enlève quand même une cartouche du côté du FC. Est-ce que tu penses donc que le calendrier est avantageux pour le Paris Saint-Germain sur ce point-là, et est-ce que tu dis, comme Joe et comme moi, que le Paris Saint-Germain peut bien entendu viser la première place sans être trop présomptueux? En tout cas, ce qui est bien, c'est qu'après 2 ans d'expérience avec des groupes abordables, un huitième plutôt abordable également, le Paris Saint-Germain va taper dans le lourd dès la phase de poule avec donc le FC Barcelone, son bourreau, pardon, décidément, j'ai décidé de faire mon Thomas. En quart de finale, il y a désormais 2 saisons. Donc ça c'est bien, parce que Paris va rentrer dans le vif du sujet dès le départ, et Paris n'aura pas d'excuses, entre guillemets, en disant oui, on a des matchs faciles en phase de poule, ça défile, ouais, mais Paris ils ont un tirage bidon à chaque fois. Là, il y a un vrai concurrent à la première place, et il y aura un vrai challenge donc pour le Paris Saint-Germain, afin d'éviter de jouer son huitième de finale contre un premier de groupe, et surtout de jouer son match aller à domicile, et donc le retour à l'extérieur en huitième de finale en cas de qualification par le biais de la deuxième place. Donc voilà, Paris qui va jouer en plus un Barça pour le match aller au Parc, si je me trompe pas, sans Luis Suarez. Donc c'est un élément important. Il joue le premier match assez tôt, c'est le deuxième match de la compétition pour le PSG, le 21 octobre si je me trompe pas, et il termine la phase de groupe donc au Nou Camp face au FC Barcelone. La réception de Barcelone c'est le 30 septembre, le 21 octobre c'est le troisième match, c'est face à Nicosie. D'accord. Et ils vont Donc il joue le Barça fin septembre, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, parce que bon, ça a repris en Espagne, mais on sait que le championnat reprend 15 jours plus tard que le championnat français, et que s'il y a des surprises à faire, s'il y a des coups à faire, on se rappelle du match du Celtic l'an dernier, c'est très tôt dans la compétition, donc si Paris peut pourquoi pas remporter le match au Parc contre le Barça fin septembre, ce sera pas foncièrement une grosse surprise. Et ça reste possible, c'est dans un mois, pile poil, jour pour jour. Et donc le dernier match sera au Parc, sera au Nou Camp, pardon, face à Barcelone. Un match où les deux équipes peuvent potentiellement déjà être qualifiées. Donc il y aura
peut-être, on verra bien à ce moment-là. L'objectif est la première place à viser, donc Paris qui aura entre guillemets un 16e de finale, j'ai envie de dire, à l'extérieur. Donc voilà, c'est des gros matchs qui vont amener beaucoup dans l'ADN européen du club, qui vont faire grandir le club, et moi je trouve ça très positif. En plus, tu l'as signalé, Paris qui joue le club le plus faible de ce groupe lors du troisième et du quatrième match, donc c'est l'Hapoel Nicosie. Ça rappelait des souvenirs à l'OL. Donc voilà, en plus ils ont le bon tournant, ils débutent contre l'Ajax, réception du Barça, Nicosie. Ils peuvent pratiquement avoir assuré leur qualification après les 2 matchs contre Nicosie. Si tout va bien, on peut imaginer pourquoi pas un pari à minimum 9 points, peut-être 10, peut-être 12. Et voilà, un pari qui sera très bien embarqué dans la qualification. Moi, je trouve que c'est un groupe qui apporte un beau challenge au PSG. Ça va être le Zlatan Tour également, tu l'as dit, avec l'Ajax et le Barça. Nicosie qui est un petit peu la victime attendue. La victime respiratoire pour paraphraser un footballeur qui a osé dire ça. Je crois même que c'est René Girard qui a dit ça cette semaine. On était une victime respiratoire. Bon, bah moi j'ai pas vu ces joueurs respirer sur la pelouse, hein, mais tant mieux. Comme quoi, il n'y a pas que les joueurs qui disent des conneries. Et après, il y a l'Ajax, qui est entre guillemets le club habituel du troisième chapeau, qui a un petit challenger, mais qui à chaque fois, on va dire, se couche face aux favoris. Et c'est le Barça qui est le gros favori, qui est le gros club tiré par le PSG. Paris sortira du groupe, je me fais pas trop de soucis là-dessus. Et Paris a pourquoi pas un bel objectif en se disant on va terminer devant le Barça dans ce groupe, sachant que le Barça ces dernières saisons a pris la bonne habitude de terminer premier de son groupe. Effectivement, alors rapidement pour rassurer les supporters parisiens, quand il y a eu après le tirage une déclaration du manager général, il me semble, de l'Ajax Amsterdam qui dit la saison dernière, ou il y a 2 ans, nous avions conclu un accord avec le FC Barcelone pour pouvoir nous qualifier, donc espérons qu'on puisse le refaire cette année avec eux. Alors les supporters parisiens l'ont pris direct, ah ça y est, complot Ajax-Barcelone contre nous, etc., etc. Sauf que quand on analyse complètement l'interview, il parle du Paris Saint-Germain et il dit si jamais le PSG est déjà qualifié avant le match retour contre nous face à l'Ajax le 25 novembre, qui est donc à Amsterdam, le manager général disait on espère donc qu'ils vont pouvoir entre guillemets nous laisser gagner pour nous laisser une chance. Voilà, il fallait le prendre dans ce sens-là et pas dans le sens direct l'Ajax et le Barça qui vont s'allier. Mais bon, c'est vrai que c'est quand même une déclaration maladroite. On va passer au 3e débat du football français, qui est donc un débat relativement européen puisqu'on parlait de la Ligue Europa. Et la Ligue Europa, c'est un vaste sujet, parce que Lyon qui se ridiculise face au FC Astra Giurgiu, j'aime bien ce nom, Saint-Étienne qui se qualifie à l'arraché face à Sport. La question maître du débat, ça va être est-ce qu'il faut vraiment s'inquiéter, est-ce qu'on doit définitivement s'inquiéter de la santé du championnat de France quand on voit que nos équipes ont quand même du mal face à des équipes inconnu, hein, faut quand même le dire, inconnu de nos contrées. Et on va commencer le développement sur Lyon, avec donc Lyon sorti par l'Astra, l'avantage des buts à l'extérieur, pardon, puisqu'on rappelle 2-2 au final, mais l'Astra a marqué plus de buts puisqu'ils ont gagné face à Lyon de 2-1 à Gerland. Est-ce que ça va permettre de ramener Aulas à la réalité, qui passe son temps à dire que c'est le club français qui a le meilleur classement UEFA, et aussi et surtout que c'est le meilleur centre de formation d'Europe derrière le Barça. Ma question pour vous et ma question pour toi, Joe, est-ce que finalement ce centre de formation, est-ce qu'il est si bon que ça? Parce que quand on regarde le centre de formation, on regarde les joueurs professionnels qu'il y a aujourd'hui à Lyon, mis à Titi, Grenier et Lacazette, et avec peut-être Benzia qui peut faire quelque chose s'il continue dans sa voie, qui sont vraiment bons, il n'y a rien derrière. Je suis désolé, mais par exemple Yatara, je veux dire c'est un gentil garçon, mais le ballon n'est pas son copain. Bon, ça se voit très très vite, Joe, toi sur Lyon. Est-ce que c'est est-ce que tu es d'accord avec moi quand on dit que le second centre de formation d'Europe derrière le Barça, c'est un peu, voire beaucoup, exagéré pour l'Olympique Lyonnais, Joe? Alors, pour commencer, déjà à leur décharge, ils avaient pas mal de blessés. Donc, ils ont une équipe qui est décimée par les blessures. Si, voilà, il y a quoi, je crois, 7 ou 8 joueurs qui sont blessés. Et Neuf. oui, 9 même. Donc, et non, par contre, quand il parle de second centre de formation derrière le Barça, ça c'est tout le personnage de Jean-Michel Aulas, j'ai envie de dire. C'est dans son ego, dans son, comment dire, voilà, dans sa fierté lyonnaise, tout ça. Donc, c'est vraiment, il est dans son personnage, mais bien sûr que c'est exagéré, évidemment. Maintenant, ils ont quand même sorti pas mal de joueurs.
Euh, voilà, ils sont pas non plus ridicules en termes de formation, mais ils sont pas juste derrière le Barça. Mais malheureusement pour Lyon, qui perd contre des équipes vraiment, je sais plus il y a combien d'années, c'était contre l'Hapoel Nicosie, là c'est l'Opel Astra, enfin c'est désolant quoi, c'est désolant. Je pense même pour les supporters, que ce soit comme pour Lille ou pour Lyon, quand ils ont connu une période où à Lyon ça jouait des demi-finales de Ligue des Champions, hein, faut pas oublier. Et à Lille, quand je me souviens encore quand ça jouait bien, quand c'était Rudy Garcia l'entraîneur, quand il y avait une belle équipe, des Gervinho, des Hazard. Et aujourd'hui, quand tu vois ce qu'ils voient au stade, je pense qu'il y en a certains qui doivent se dire, je sais pas, j'ai fait un bond dans le temps de 25 ans parce que c'est pas possible. Donc voilà, c'est pas aujourd'hui Lyon qui perd contre Astra, j'ai envie de dire, c'est en train de devenir habituel. Avant c'était vraiment une grosse surprise. Voilà, aujourd'hui. Voilà, c'est l'année dernière, c'était quoi? C'était Saint-Étienne qui perd contre un club chypriote et je quelle équipe perd T'avais contre une autre Nice, équipe? Et Nice Nice et aussi, Saint-Etienne. voilà. Nice contre une équipe danoise, quoi. Enfin, aujourd'hui dans notre football, moi, quand j'ai vu que Lyon avait perdu contre l'Opel, quelque chose qui aurait dû me surprendre vraiment, ça me surprenait même plus, quoi, parce que ça fait quelques années que notre football, quand il va à l'étranger, eh bien, on perd, hein. On perd contre des équipes qui sont très faibles, soi-disant. Quand on dit qu'un joueur va dans tel championnat, on dit ah c'est un championnat très faible. Et l'équipe de ce championnat vient battre parmi nos meilleures équipes. Donc voilà, c'est tout. La Ligue Europa montre tout simplement à quel point notre football va pas bien. J'espère que la Ligue des Champions va arranger ça un peu, mais voilà, déjà j'ai vu les poules. Je pense que déjà ça va être très compliqué, mais j'espère que ces équipes vont faire quelque chose, hein. On croise les doigts quand même pour Lille, n'est-ce pas Romain? Hein, on va être derrière eux. Mais bon, c'est voilà, c'est vraiment le football français va vraiment très mal en dehors du PSG, je pense. Et peut-être Marseille ça devient vraiment très très compliqué quand même, hein. Pour un championnat qui il y a quelques années était vraiment très, je pense qu'il était très bien considéré en Europe, qui avait une bonne Et qui image. visait le top 4. Qui visait le top 4 et puis même à chaque fois qu'une équipe française s'exportait, il renvoyait une bonne image quoi. Ça faisait des bons résultats, enfin, il y avait quelque chose. Aujourd'hui, j'espère que les autres, qu'en Europe on regarde pas trop ce que fait la France parce que vraiment c'est honteux, hein. C'est honteux donc bon, voilà. Effectivement, effectivement. Alors, je sais déjà quelle va être l'argumentation de Romain. C'est en gros, je suis d'accord avec ce qu'a dit Joe, mais l'argumentation des blessés ne me plaît pas, n'est-ce pas, Romain? Ah, quand tu vas jouer contre l'Opel Astra, qu'est-ce que tu t'en fous d'y aller avec ton 11 de départ ou ton 11 remplaçant? Logiquement, tu dois le gagner ce match. On va pas être méchant avec l'Astra Coucouchou là, Giorgio là, je sais plus quoi. Le Euh, FC Astra Giurgiu. mais voilà, je sais pas, c'est Lyon quoi. En plus, Lyon, c'est quand même un club qui a une vraie culture Coupe d'Europe, qui a un vrai passé récent. C'est pas Saint-Étienne, c'est pas un passé qui a 40 ans, c'est un passé qui a 5, 6, 7 ans, grand max. Voilà, la plupart des dirigeants au sein du club étaient là lors des belles années lyonnaises en Ligue des Champions. Alors ok, sur le terrain, il reste plus grand monde, ça se voit, effectivement, ça se voit. Mais voilà, moi je trouve que Jean-Michel Aulas a communiqué de manière outrageuse toute la semaine. Alors, il a mis les joueurs dans les meilleures dispositions pour faire le retard, pour se qualifier. Il a payé le voyage aux supporters, il les a fait venir en bas de l'hôtel le jour du match, etc., etc. Limite, ils se sont baladés avec les joueurs. Il a vraiment mis la pression sur ses joueurs en montrant que c'était un rendez-vous qui comptait. Le souci, c'est que à côté de ça, il nous ment en disant que effectivement, Lyon est le deuxième meilleur centre de formation d'Europe en quantité, en nombre de joueurs sortis, mais en qualité, on en est loin. Voilà, moi je me rappelle, hein, je te l'avais dit dans un club foot début août, on vendait Balouli comme un super joueur, je sais pas si tu t'en rappelles. Je t'avais dit Balouli, j'attends de voir. Bah, pour l'instant, Balouli, j'ai plus l'impression que c'est un faux Ben Arfa qu'autre chose. Euh, il en fait, Alors, déjà que Bernard Arfa est pas génial, alors c'était un faux Ben Arfa. il en fait trop.
voilà, il vaut pas le coup. C'est pas un joueur qui a un QI foot intéressant. Et les joueurs soi-disant super bons, ils sont limités techniquement. Voilà, il y en a 3-4 que tu peux sortir du lot. Jordan Ferry, Maxime Gonalon qui est l'ancienne génération, Clément Grenier, Alexandre Lacazette, même Samuel Umtiti, je suis pas forcément fan du joueur. Et le reste, Corentin Tolisso, il est meilleur quand il joue latéral que quand il joue milieu, alors qu'à la base c'est un milieu de terrain. Donc voilà, Lyon, pour moi, ils ont mérité de se faire dégager. Ils sont montés dans l'Opel, mais ils en sont jamais descendus. Bon bah voilà, le voyage s'est terminé là. Et ils joueront la Ligue des Champions sur PlayStation cette année pour faire plaisir aux supporters stéphanois. Toute chose a une fin. En plus, Lyon qui était tellement sûr de lui, qui a annoncé pendant tout l'été, à coup de campagne publicitaire, 18e année de suite en Coupe d'Europe pour l'Olympique Lyonnais, patati et patata. Et bah non, ça s'arrêtera à 17. Alors oui, bon, bientôt ils vont nous... Alors Lyon, à un moment donné, ils se battaient pour se qualifier en quart de finale de Ligue des Champions. Ensuite, ils se battaient pour se qualifier en Ligue des Champions. Ensuite, ils se battaient pour se qualifier en Europa League. Désormais, ils se battent pour se qualifier en Coupe d'Europe. Et maintenant, ils se battent pour passer le barrage de la Coupe d'Europe. Bientôt, Lyon va finir par se battre pour le maintien. Le club descend de saison en saison. Tout mettre sur le dos du pauvre Galdanik, je trouve que c'est quand même fort de café. Parce que certes, Galdanik n'a pas été à la hauteur, mais ça n'a pas été le seul joueur. Alors donc, Olas Il a joué 25 minutes, quoi. voilà. Il n'a pas changé le fil du match. Olas qui ose dire qu'il est fier de tous ses joueurs sauf d'un. Sympa pour le joueur en question. Et la Surtout quand c'est le 30 août. Bonne saison. Bonne saison, David. Bon courage. Il faut partir. Mais les autres joueurs, c'est-à-dire que tu les défausses de toute responsabilité. Le message qui est passé n'est pas bon. N'est pas bon à l'image des 2 matchs de l'OL dans cette Ligue Europa. C'est pas bon. Effectivement. Alors, t'as glissé une petite quenelle, si je puis me permettre, en disant, eh bien, Lyon va devoir jouer la Coupe d'Europe sur PlayStation, contrairement aux Stéphanois. Eh ben, on va s'arrêter sur les Stéphanois, sur l'AS Saint-Etienne, qualifié au tir au but face à Carabou Sport, un but partout au total, qualification 4-3 au tir au but. Alors on a vu, hein, bien entendu, tout le cirque qu'il y a eu autour, Rocheteau qui fond en larmes, Romeyer qui limite, qui offre du caviar à tout le stade, enfin voilà quoi. Un petit peu exagéré, on va dire, hein, ça rappelle un peu leur qualification en finale de Coupe de la Ligue, si je puis me permettre. Mes amis, avec vous, j'aimerais juste vous poser la question, quand on voit leur groupe, hein, l'Inter Milan, le Dnipropetrovsk, Saint-Etienne donc, et Karabag, qui est un club, je ne vous mentirai pas, que je ne connais pas, la question est très simple. C'est un club azéri. Ah d'accord, bah, toi ça t'intéresse. La question est très simple, c'est est-ce qu'ils vont être capables de faire quelque chose? Voilà. Tout bêtement, Romain, pour toi, est-ce que dans ce groupe-là, ils ont la moindre chance de faire quelque chose? Bon, je vais faire vite parce qu'on est un petit peu pressé par le temps. Mais ce groupe pour Saint-Etienne, bon courage, hein. L'Inter, alors c'est plus le grand Inter, d'accord. Le Dnipro, bon, on va continuer à dire comme c'est un club de l'Est, que c'est un club pété, patati et patata, et c'est eux qui vont nous péter comme d'habitude. Et Karabakh, bah, ça fera un voyage sympa du côté de l'Azerbaïdjan, à proximité de Bakou, et voilà, on va se marrer. Je serais pas étonné que Saint-Etienne... Imagine Saint-Etienne, ils perdent les 2-3 premiers matchs. Oh bah après on mettra l'équipe B et puis c'est tout, il y a le championnat à jouer, tu comprends, enchaîner jeudi, dimanche, c'est vraiment pas évident quoi. Et la réception de Guingamp, c'est important. Voilà, c'est important. Donc moi je serais pas étonné que Saint-Etienne passe pas. De toute façon, moi je le dis clairement, dans cette Ligue Europa, si on n'a aucun club en 16e de finale, faudra pas s'étonner. Donc Romain n'est pas du tout alarmiste, hein, puisque en soi c'est potentiellement logique de ne pas avoir de club qualifié. Ton avis, toi Joe, sur ce groupe de Saint-Etienne, est-ce que tu vois Saint-Etienne faire quelque chose, ou est-ce que tu es comme l'avis général de Romain, du mien et de la majorité de la population football, que non, on aime bien Saint-Etienne, mais non, ils vont rien faire en Ligue Europa cette saison. Ou alors tu n'as pas envie de réagir. Donc qui ne dit mot consent, comme on dit. Merci Joe. Ça veut basique pour dire que je suis d'accord avec vous. Non, Saint-Etienne ne fera rien. On va passer rapidement à Lille. Alors je le dis tout de suite, on va pas parler de Guingamp parce qu'il n'y a pas grand chose à dire sur Guingamp et que on se fait pas de doute. Hein. Donc on va passer à Lille rapidement après leur élimination honteuse, mais vraiment face au FC Porto 3-0. Est-ce qu'ils vont être capables de se refaire la face malgré leur groupe relativement compliqué? On va rappeler donc Lille, Wolfsburg, Everton et Krasnodar. C'est pas un groupe facile. Joe, si t'es revenu et si tu veux bien parler cette fois, ton avis sur le groupe de Lille?
ou tu n'as pas envie non plus, et ce n'est pas grave, donc on va faire intervenir Romain. Vivement le quiz, je vais le gagner. Vivement le quiz. Ton avis sur le groupe de Lille, est-ce qu'ils vont être capables de se refaire la face, malgré donc leur groupe assez compliqué et qui n'est pas forcément à leur portée? Je vais faire vite également. Concernant le LOSC, qui était tête de série dans cette Europa League et qui tire un groupe de malades, Wolfsburg, loin d'être un cadeau, comme tous les clubs allemands en Ligue Europa, en Coupe d'Europe de manière générale. Everton, c'était vraiment le club qu'il fallait pas tirer dans ce troisième chapeau, même si Surtout Everton... avec un Lukaku qui est en fire en ce moment. Ouais, même si Everton a du mal globalement sur la scène européenne, ils ont pas de performance particulière. Voilà, c'est typiquement le club qu'il fallait éviter dans le chapeau 3. Il y avait le Torino, même si je pense que c'est encore un cran en dessous, mais vraiment Everton, c'est le club qu'il fallait pas tirer. Le Feyenoord, c'est pas mal affaibli cet été, et après Krasnodar, voilà pour le voyage exotique. Moi, je te le dis texto, Lille sort pas de ce groupe. Du côté de Romain, c'est assez clair. Ni Lille, ni Saint-Etienne, ni Guingamp, donc Guingamp, c'est assez clair, ne vont se qualifier. Ni Lille. Ni Lille, deux fois, donc Lille ne va pas se qualifier aucune fois. Joe, toi, ton avis sur ces groupes de l'Europa League, est-ce que tu es d'accord avec Romain qu'aucun club français ne se qualifiera et que donc le coefficient UEFA de la France peut encore aller se rhabiller? Plutôt d'accord maintenant. Peut-être que moi, je suis espérance. Je me dis, j'espère un peu quand même parce que ces équipes de l'Est, enfin voilà, il y en a pas mal pour chaque groupe français. Et voilà quoi, c'est quand même ça, c'est supposé être moins bon que nous quoi, merde. Donc j'espère quand même qu'ils vont passer maintenant. Je me fais plus trop d'illusions quoi. C'est-à-dire que si je vois que Lille finit troisième ou quatrième, que Saint-Étienne fait pareil et que Guingamp, je pense qu'ils vont faire ça. Ça me surprendra pas. Ce sera normal, mais je ne suis plus surpris par ce genre de performance du côté de Lille ou de Saint-Étienne en, en, en Ligue Europa. Donc là, je suis vraiment, j'espère vraiment qu'ils vont faire quelque chose de bien, qu'ils vont enfin jouer cette Ligue Europa à fond, vraiment qu'ils vont se défoncer pour elle. Mais voilà, je me fais pas trop d'illusions non plus d'un côté, quoi. Donc voilà. Vous avez vu, c'est Casimir, hein, c'est les bisounours, c'est les barbes à papa. On est très heureux de la Ligue Europa du côté de Parlons Foot. Évidemment, on espère quand même que Lille et Saint-Etienne, surtout ces deux-là, se qualifient, mais on est quand même relativement objectif. Ça risque d'être très très compliqué. On va passer à la suite. Alors là, normalement, on arrive au football européen avec donc la Première Ligue, la Liga, la Serie A, la Bundesliga. Mais comme je vous l'ai dit avant, on a un petit peu modifié l'organisation et on aura donc 2 championnats par émission. Sauf que petit problème, et c'est comme ça que ça commence, c'est normal, on n'est pas complètement rodé, donc on n'a pas encore fait parfaitement les répartitions des championnats, donc on ne va pas faire de football européen maintenant, surtout qu'il n'y a pas franchement grand chose à dire, Tottenham, Chelsea, Manchester City qui sont les leaders en première ligue, Liverpool et Manchester United qui démarrent mal, le Real et le Barça qui eux ont gagné en Liga, l'Atlético qui démarre entre guillemets mal, la Bundesliga avec Leverkusen, le Borussia Dortmund et le Bayern Munich qui sont bien entendu les grands favoris, et la Serie A n'a pas encore débuté. Donc voilà, pour le moment vous avez le schéma, il y a eu que 2 journées de jouer en première ligue, donc c'est pas très très intéressant d'y parler, d'en parler maintenant. On va passer par contre au quiz. Et là le quiz ça va être intéressant. Pourquoi? Parce qu'il y a un cadeau à gagner. Alors le cadeau bien entendu, c'est pas un malabar. C'est pas un malabar, c'est pas une liasse de billets non plus. C'est juste le choix d'un sujet particulier à débattre pour le prochain club foot. Je te laisse gagner, Joe. Et donc il va laisser gagner Joe. Au moins il est sympa. Je vais vous rappeler bien entendu les règles. 7 questions allant de 1 à 4 points par question. Et oui, ça peut aller jusqu'à 4 points par question. Le quiz est chronométré puisqu'il y a 30 secondes par question pour répondre. Et il est interdit, attention, interdit de proposer une réponse sans dire son nom avant, sinon le point est donné à l'autre. Alors là, je vais être très très sérieux, attention. Et je vais commencer par la première question. Et la première question, elle est simple. Au centre de tous les débats mercato de cet été, Maria a finalement décidé de rejoindre Manchester United. Mais Di Maria, argentin de son état, finaliste de la Coupe du Monde, ma question est très simple. Où est-ce qu'il est né? Cette question vaut un point, son lieu de naissance, mes amis. Jonathan. Johan, pardon.
À Rosario. À Rosario, C'est ça. Argentine. Effectivement, ça fait 1 point pour Joe. Bravo. Cette question est une petite question d'échauffement, c'est pas compliqué. On va passer à une deuxième question qui vaut 2 points, qui est un petit peu plus tendue quand même, mais qui parle aussi de mercato, et ça concerne l'Atlético Madrid. Parce qu'on sait que du côté de l'Atlético Madrid, il y a pas mal de joueurs qui sont partis, Felipe Luis, Diego Costa, Thibaut Courtois, etc., etc. Et il y en a un autre qui est parti, qui s'appelle Adrian, et il est parti à Porto. Mais il n'est pas parti tout puisqu'il a ramené un copain avec lui. Cette question vaut 2 points et j'aimerais savoir, selon vous, quel est ce copain qui est parti à Porto? Romain, Romain? Adrien, Non, son copain. C'est lui, Adrien, il est parti, sauf qu'il a ramené un copain avec lui venant de l'Atlético. Il y a 2 joueurs de l'Atlético qui ont signé à Porto cet été. J'aimerais savoir qui c'est. Donc il y a Adrien et il y en a un autre. Et son nom vaut 2 points. Il vous reste 5 secondes, les amis. T'es sûr? Oui. Et c'est donc terminé. La réponse était, attention, Oliver Torres. Ah yes, Et il voilà, a prêté, ouais. C'est pas un oui, joueur effectivement. majeur, mais il est. Non, mais il parti. était prêt à Villarreal, il me semble, c'est pour ça. J'ai pas tout de suite. Et oui, mais ça compte quand même, c'est quand même un joueur d'Atlético Madrid qui est parti du côté du FC Porto. La troisième question qui vaut 3 points. Cette question peut décider déjà du futur vainqueur, puisque on rappelle 1 point pour Joe, 0 pour Romain, puisque les 2 points d'Olivier Torres sont partis dans le dur. Et la question, elle est compliquée, elle vaut 3 points, je vais vous donner un indice, bien entendu. Et la question, c'est combien de buts ont été inscrits la saison dernière en première ligue? À 20 près. J'aimerais une réponse à 20 près, je vais vous donner un indice, c'est supérieur à 880 buts. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Joe. 970. Romain, C'est plus, Romain. 1040. 1040, eh bien tu gagnes les 3 points puisque la réponse était de 1052 buts. J'avais dit avant près 1040, donc tu as 12 buts d'écart. Effectivement, tu gagnes les 3 points. Romain passe devant. 3 points pour Romain, c'est tendu. Petite question, un point très rapide. Allez, quel est le club italien le plus titré de ces 20 dernières années? Romain, Romain? le Milan AC. Non. Je peux reprendre? Ah bah, sauf si Joe rapidement. Bon, bah, Romain. La Juve. La Juventus Turin, effectivement, un point. Je t'ai pas entendu, Joe. La parole, je suis désolé, mais je ne t'ai pas entendu. T'as pas entendu, c'est triste. Romain, question subsidiaire qui ne vaut rien. Combien de titres ça peut d'après toi? Tout titre Sur les 20 dernières années. Ouais. Attention, je parle pas que de Scudetto. Ouais. Je compte avec la Ligue des Champions. 18? 17. Ah, Ils en ont gagné 17. Donc Romain, 4 points à 1. Attention Joe, cette question peut te sauver. Effectivement. Et la question elle vaut 4 points. Donc c'est une question compliquée. Je vais vous expliquer pourquoi. Le Borussia Dortmund, il y avait 5 joueurs sélectionnés par Joachim Löw pour le mondial brésilien. Dans ces 5 joueurs, il y a seulement Hummels qui a joué avec l'Allemagne, mais qui étaient les 4 autres. Et pourquoi ça vaut 4 points? Parce qu'il y a 4 points. Joe. Kevin Grosskreutz. Ça fait 1. Eric Durm. Ça fait 2. Et Sven Bender. Non. Romain. T'en as 2. Roman Weidenfeller, le gardien. Ça fait 1. Fais gaffe, si tu redonnes pas ceux de Joe, ça compte pas. Ouais. Après, il a dit Grosskreutz, il a dit Durm, il y a Hummels. Et... Attention, il te reste 3 secondes. Il y en a un autre. Oui. Et c'est terminé. Vas-y, Joe, rapidement, pour essayer de gagner les 4 points. Non, je l'ai pas. Tu l'as passé, dommage. Vous êtes passé tout près. Romain? Non, il est pas là-bas. Vas-y. Non, j'allais dire Moustafi, mais il est pas là-bas. Non. Donc les 5 joueurs. Non, mais c'est pas bon. Je sais celui à qui tu penses. C'est Matthias Ginter. Oui. Mais il était à Fribourg. Ah oui, mais il appartient à Dortmund. Bah oui. Et il a joué à Fribourg aussi. La saison Il dernière. appartient à Dortmund. Bah oui. Donc c'est pour ça.
C'est pour ça que je le compte dedans. Donc ça valait 4 points, mais bon, c'est pas grave, vous êtes passé à cette C'est moche, cette question. Eh oui, c'est moche. Bah, c'est le premier quiz, hein. J'y vais direct violent, comme ça. Ouais, regarde, tu vas voir, je vais être encore plus violent avec la question suivante qui ne vaut que 2 points. On a parlé de Nice dans le premier débat avec Claude Puel, son entraîneur, mais la question, elle est simple. Quel a été son meilleur pourcentage de victoire en tant qu'entraîneur principal? En pourcentage, bien entendu. Ça va être à Monaco. Et ça vaut 2 points. C'est à Monaco, effectivement, et ça vaut 2 points. Quel est ce pourcentage? Romain, Vas-y. faut être tapé pile ou Allez, non. 50? 50%. Eh ben, c'était 49,5. Donc, Je le vois pas gagner plus d'un match sur deux. Donc. Tu gagnes les 2 points. Donc, numériquement, tu as gagné, mais je vais quand même vous poser la dernière question, histoire qu'on s'amuse. Et la question concerne le FC Porto, parce qu'on connaît la capacité incroyable qu'a le FC Porto à trouver des pépites, hein, pour très peu d'argent et à les revendre à prix d'or. Hein, donc, Falcao, Hulk, Pepe, Anderson, tout cela, Rames Rodriguez également. Enfin bon, il y en a plein. Bah, ma question, elle est simple, c'est quel est le plus gros bénéfice qu'a obtenu le FC Porto en vendant un de ses joueurs? Romain. Oh, vas-y. Falcao. Ce n'est pas Falcao, Joe. Non, c'est Hulk. Hulk, je crois. C'est pas Hulk non À plus. 80. Ah, d'accord. Non, Falcao, je sais qu'il a acheté 5 et revendu une cinquantaine, donc il y a encore eu mieux. Falcao, ils l'ont acheté 8. C'est pour ça que le bénéfice est moins bon. Romain? Vas-y. Ouais, non, ça colle pas. Rames. Et si c'est Rames? C'est Rames Rames. parce qu'ils l'ont acheté pour 5,1 millions d'euros et qu'ils l'ont revendu 45 millions d'euros. Ils ont fait un bénéfice net de 39,9 millions d'euros. Il avait vendu combien, Falcao? Ils avaient vendu, je sais plus, mais le bénéfice était inférieur puisque Falcao c'est 36,3. D'accord. Donc Et voilà. Hulk, tu sais pas combien à peu près? Hulk, Parce c'est que 37. il était cherché en Chine. Hulk c'est 37, ils l'ont acheté pour 16 millions. D'accord. Ouais, en comptant Ouais, tous les bonus. J'ai quand même vérifié avec les bonus. Parce qu'effectivement, 16 millions d'un coup, ça m'a paru bizarre, mais c'était les bonus. J'ai pris en compte les bonus. Et donc, 39,9 millions de bénéfices nets pour Rames. C'est quand même assez violent. Surtout s'il y avait des clauses en plus pour la revente entre Monaco et le Real. C'est assez impressionnant. Donc, mes amis, nous allons donc conclure avec cette victoire de Romain au quiz. Bravo, Romain, tu as gagné le quiz. C'est génial. 4,1. Et donc tu as le droit de choisir un débattre un sujet à débattre pour le prochain Club Foot. Tu choisis bien entendu Club Foot du mardi ou du samedi, si tu veux être présent, si tu veux pas être présent, comme tu veux, c'est toi qui choisiras. On choisira bien entendu en secret, vous ne serez pas au courant, vous, chers auditeurs. Attends. Oui. Je le mettrai mardi. Et je demanderai si Johan Cabaye est meilleur que Verratti. Comme il y a Cédric. Cédric mardi qui va être content de... Fais gaffe, hein, parce que si t'es très sérieux, moi je le mets dans le programme, il n'y a aucun problème avec moi. Ah mais Moi je te sors les stats et on y va. Hein. Est-ce que Johan Cabaye est la meilleure recrue du PSG Made in Qatar? Il n'y a pas de problème. Hein. En tout cas, voilà, merci à vous d'avoir écouté donc ce premier numéro officiel donc de Parlons Foot. On se retrouvera donc mardi pour le deuxième épisode. L'épisode de la semaine, on débriefera donc la quatrième journée de Ligue 1, complète, parce que là on a débriefé le match de Olympique Nice, sans Romain, puisque ce sera d'autres consultants, voilà, avec toujours le quiz, avec toujours les débats, l'Europe, s'il y a lieu d'être, etc., etc. En tout cas, voilà, merci à vous d'avoir écouté, et on se dit à la prochaine. Allez, ciao à tous. Robin is there! Iron Robin! A surely won it for Bayern Munich! C'est intéressant d'avoir plusieurs arcs à son flèche, donc c'est bien. Shakira, mon frère!